vraiment être exposés à ce qui se fait de mieux, afin qu'ils puissent s'en inspirer dans leurs propres travaux. Donc, ça, c'était l'étape de Calavi. Par la suite, nous avons été, comme je l'ai expliqué, à Grand Popo, donc à l'hôtel, au Ghana Hotel à Grand Popo, donc où pendant 3 jours, nous avons eu une dizaine de panels sur des thématiques aussi diverses que l'économie agricole, sur l'économétrie financière, sur l'histoire économique, le développement économique, donc organisé, enfin présenté par une quinzaine donc, de chercheurs donc, de très haut niveau. Et les étudiants étaient là, ils ont observé, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ils en ont tiré vraiment le mieux. Donc c'est ça. Et ça, c'était l'étape de Grand Popo. Et comme j'ai expliqué, on a fini par, dans la dernière étape, donc celle qui a eu lieu au Palais des Congrès, donc où, en fait, des décideurs donc, politiques, des conseillers, des ministres ou des présidents de la République au Bénin, au Madagascar et d'autres nous ont parlé donc, de l'éducation, de l'énergie, des infrastructures et des questions d'environnement. Alors, je dois préciser quoi, que ce que, personnellement, j'ai trouvé très, très intéressant à travers cette discussion qu'on a eue, c'est l'importance cruciale, critique des infrastructures pour le développement. C'est-à-dire, c'est impossible d'avancer si nos réseaux routiers, ferroviaires, ne sont pas améliorés de façon significative. Donc, la centralité de l'énergie et des infrastructures en développement, c'est quelque chose qui s'est dégagé. Également, la question de l'éducation. La qualité de l'éducation est aussi centrale aux questions de développement. On a fait des présentations sur l'histoire des écoles coloniales, on a parlé de plusieurs formes, disons, de réformes qui ont lieu actuellement sur l'éducation, qui pourraient servir à atteindre cet objectif. Et puis, nous avons eu droit à des présentations également sur l'histoire économique. Donc, comment des événements historiques de la période précoloniale, coloniale, influencent la façon dont les gens pensent aujourd'hui, la façon dont les gens agissent aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est toute une panoplie donc, de présentations. Les résultats, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est très intéressant. Et ça, ces résultats vont servir non seulement à une contribution à la recherche économique en Afrique, faite par des Africains. Et la deuxième chose, c'est que ces résultats vont servir à informer les décisions politiques. Donc, notamment, par exemple, les conseillers qui vont utiliser ces éléments de recherche pour pouvoir, disons, donner des avis, donc, au président, au ministre, etc. Donc, oui, mais professeur, dites-nous, les conclusions dont vous parlez aujourd'hui, est-ce que vous avez mis un mécanisme en place pour que ces conclusions-là servent, que les dirigeants, les autorités aient accès à ces conclusions pour s'en approprier et les utiliser? Est-ce que ce mécanisme-là existe aujourd'hui? Ça, c'est une très bonne question. On va faire 2 choses. La première chose, c'est d'abord de réunir tous les éléments, donc les présentations, et de les distribuer. Donc, on va les mettre sur notre site, on va aussi remettre ça aux autorités, donc pour qu'elles puissent s'en servir. Voilà. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous comptons, par exemple, créer des cadres par lesquels nous allons être en dialogue permanent avec les décideurs politiques de ce pays. Très bien. Donc, par exemple, nous avons un cadre par lequel les secrétaires généraux des communes, par exemple, on va les rencontrer avec une certaine régularité pour leur présenter ce que nous avons trouvé comme ce que nous pensons être les priorités de développement dans le pays et dans leurs communes respectives, donc sur les questions d'éducation, de santé et des infrastructures, etc. Et puis, nous avons également les directions de programmation et de perspective, DPP, des différents ministères. Nous avons également avoir un cadre par lequel on va changer avec elles de façon... Et là, le dernier, c'est les cadres politiques. Donc les gens qui travaillent directement avec les différents candidats, nous allons trouver un canal par lequel nous allons leur faire savoir ce que nous pensons. Donc il ne s'agit pas pour nous de soutenir ou de combattre un candidat. L'objectif pour nous, c'est que l'information par rapport
à ces questions, à ces priorités de développement, à ces défis de développement chez nous, qu'on puisse les transmettre au Canada. Donc le cadre existe. Donc ce que je veux dire, c'est que déjà, ce que nous avons trouvé, nous allons les mettre ensemble et les partager. La deuxième chose, c'est que nous avons créé un cadre où, avant les élections, après les élections, nous allons être en dialogue, en échange avec les gens, les technocrates, les hommes politiques et le gouvernement, donc pour discuter avec eux sur ce que nous avons trouvé. Ce qui est sûr, l'ACE, l'université d'été que vous venez de créer, les conclusions, vous-même, vous constituez lobby pour les candidats qui auront besoin d'avoir un projet de société en bonne et due forme par rapport aux réalités du pays. Ils peuvent déjà vous consulter, pourquoi pas? Absolument, absolument. Donc, en fait, si nous sommes ouverts à apporter une consultation gratuite. Une consultation gratuite? Gratuite à tous ceux qui sont intéressés à des thématiques précises. Donc, par exemple, nous avons fait une étude sur, en fait, comment les infrastructures affectent l'impact des infrastructures sur la pauvreté, la réduction de la pauvreté. Nous avons fait des études, par exemple, sur, sur l'enseignement des mathématiques. Nous avons fait des études sur, on a même fait des études sur les stratégies de campagne. En fait, si on a comparé plusieurs stratégies de campagne qui permettent de communiquer aux électeurs un projet de société. Voilà. Donc, une étude qu'on a faite en 2006, en 2011, qui est tout à fait disponible. Donc, s'il y a des candidats qui sont intéressés à non seulement avoir accès à ces résultats, et à un échange sur ce que nous avons trouvé, nous sommes tout à fait ouverts. En fait, c'est notre rôle. Notre rôle, c'est de faire la recherche et de partager les résultats le plus largement possible, de façon non partisane. Très bien. Alors, professeur Ouachikon, ça m'amène à vous poser deux questions, puisque vous avez parlé, vous avez dit tout à l'heure que vous avez eu à faire des analyses par rapport aux infrastructures. Comment est-ce que le manque d'infrastructures dans une zone, dans une localité peut affecter la localité pour leur donner un avant-goût? Juste en une minute, est-ce que vous pouvez me faire une exposé rapide de comment est-ce que le manque d'infrastructures peut affecter? C'est ça. Ceci étant, par rapport à la campagne, puisque nous sommes en période électorale, pré-électorale bien sûr, comment est-ce que la stratégie de campagne, puisque ça doit intéresser les candidats? Bon, il y a deux choses. En ce qui concerne les infrastructures, par exemple, une étude qu'on a faite a montré que, en fait, dans ce pays et un peu partout en Afrique, il y a plus de pauvreté dans les régions où le sol est le plus fertile. Il y a plus de pauvreté dans les régions où le sol est le plus fertile. Donc, en fait, on pense que la fertilité du sol va contribuer à diminuer la pauvreté. En fait, on remarque que les plus pauvres en Afrique vivent en moyenne sur les sols les plus fertiles. Pourquoi? Parce que là où le sol est plus fertile, c'est souvent dans les vallées des fleuves ou dans les montagnes, dans les régions relativement montagneuses, et dont l'infrastructure est mauvaise. Donc, la combinaison mauvaise infrastructure, enclavement et fertilité du sol, c'est ça qui contribue le plus à la pauvreté. Parce que lorsque les gens n'ont pas accès au marché à cause de l'isolement, ils ont tendance à ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Ils n'ont pas beaucoup de revenus parce que ce que vous produisez, il faut... Vous n'arrivez pas à les vendre. Vous n'arrivez pas à les vendre. Et donc, ça fait que, en fait, il y a plus de travail des enfants dans ces localités. Et donc, ça contribue non seulement à la pauvreté, mais en fait à la pérennisation de la pauvreté. Alors donc, dans le même temps, là où le sol est fertile et il y a de routes, c'est là où la pauvreté est au minimum. Vous voyez, donc, le pire, c'est lorsque le sol est pauvre et vous êtes isolé. Le mieux, c'est lorsque le sol est bon et vous n'êtes pas isolé. Voilà. Donc, par exemple, vous voyez une région comme Serhoué, chez nous, au bord de la route, fertile, comparé à certains villages de la vallée de l'Ouémé. L'écart est énorme. Voilà. Donc, ça met en exergue l'importance cruciale des infrastructures, énergie et choses. Voilà. Bon. Donc, on a discuté dans l'étude de comment, en fait, on peut briser le cycle de la pauvreté en améliorant la qualité des infrastructures, en désenclavant les zones à haute productivité agricole. Voilà. Mais en ce qui concerne les campagnes,
campagne électorale, nos études ont beaucoup insisté sur la campagne de proximité. C'est-à-dire dire que le moyen le moins cher et le plus efficace pour atteindre les